L'invité du jour, c'est Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Miriam. Bonjour Pierre. Bonjour Anne-Laure. Alors avec vous ce matin, on fait un point sur les perspectives des marchés en 2019, mais peut-être avant cela, un mot sur 2018, une des pires années boursières, rythmée par des événements macroéconomiques et politiques. Que faut-il en retenir? Rien, en fait, effectivement, 2018, c'était, voilà, vaut mieux oublier 2018, c'était une année extrêmement dure sur les marchés, c'était extrêmement dur pour les indices, mais encore plus pour la gestion active, puisque les gérants actifs n'ont pas du tout été capables de générer de ce qu'on appelle de l'alpha, donc une surperformance par rapport aux indices de référence. Les styles ont été beaucoup trop marqués, les valeurs qui caracolaient au début de l'année se sont effondrées ensuite. Ça a été véritablement très compliqué sur tous les marchés. La petite lueur d'espoir, peut-être, c'était que finalement, au mois de décembre, les marchés qui s'en sont le mieux tirés, c'était les marchés émergents, et c'est peut-être de bon augure pour 2019 dans cette fameuse guerre commerciale. Alors, du coup, à quoi faut-il s'attendre en 2019? On repart sur de bonnes bases, mais on commence quand même en Europe par les sujets chauds que sont le Brexit et les élections européennes. Quel impact à venir sur les marchés? Alors on en avait parlé ensemble le mois dernier, c'est vrai que le Brexit, plus personne ne comprend rien, puisque on se souvient... Les Britanniques. Voilà, puisqu'on se souvient qu'en décembre, en fait, c'était bon, on avait un accord, et finalement, en fait, Madame May n'a jamais été capable, en mesure en tout cas, de le présenter au Parlement britannique. Donc on s'achemine doucement vers un Brexit dur, donc sans accord commercial avec les partenaires européens. C'est probablement l'épée de Damoclès la plus importante sur les marchés boursiers européens et même mondiaux, même si progressivement on commence à s'habituer à cette éventualité. Par exemple, on sort complètement du marché britannique, vous voyez, on quitte on vend toutes les valeurs anglaises, ou on n'en est quand même pas là? Alors, souvenons-nous quand même de ce qui s'est passé lors du vote du Brexit. Finalement, le FTSE a eu une très bonne performance, c'est la devise britannique qui s'est effondrée. Là, sur les entreprises, on peut dire qu'elles seront de toute façon toujours très internationales. Les accords commerciaux, bon, il faudra voir si le Royaume-Uni sera forcé de les conclure plus rapidement que prévu. En tout état de cause, c'est très difficile d'avoir une opinion, mais très clairement, c'est la devise britannique qui devrait s'en sortir le plus, comme en juin 2016. Alors, deuxième sujet chaud, excusez-moi, je vous ai coupé, donc les élections européennes. Oui, alors les élections européennes, nous, on n'est pas très optimistes, en tout cas sur le déroulement jusqu'à l'issue du vote. C'est vrai que ça peut donner beaucoup de volatilité. On a beaucoup de questions en suspens, donc on le voit en France avec l'épisode Gilets jaunes. On a quand même un président qui a perdu la main et qui avait suscité, en tout cas dans les milieux économiques en 2017 et 2018, un fort espoir de redressement des comptes publics français, tout en générant de la croissance et en réduisant le chômage. Pour l'instant, les résultats ne sont pas là et on voit bien l'impatience qu'il y a au sein des Français. On a l'AfD en Allemagne qui pourrait faire une percée lors de ces élections européennes, puisque ces élections européennes sont toujours propices au défoulement des gens qui votent. Peu de gens votent, mais ceux qui votent se défoulent généralement lors de ces élections, et il ne faudrait pas qu'on ait... pour reprendre la terminologie macronienne entre les progressistes et les nationalistes, un équilibre trop fort au sein du Parlement européen qui pourrait tout bloquer. Donc je pense que l'effet psychologique sur des élections européennes sur les milieux boursiers européens peuvent générer pas mal de volatilité d'ici au vote. Voilà, sur le premier semestre, tout dépend bien sûr ensuite de l'issue de l'élection, mais comme d'habitude, on déteste le risque, et une fois qu'il n'y a plus de risque mais qu'on a le résultat, on va dire on peut repartir de l'avant. Alors l'autre point d'actu en ce début d'année, et c'était également le point d'actu pendant toute l'année 2018, on l'a évoqué ensemble, c'est la guerre commerciale, alors entre les États-Unis et la Chine d'un côté, entre les États-Unis et l'Europe de l'autre. Quels sont les risques si la situation continue de rester bloquée comme ça? Alors je vous propose qu'on voit ce qui a été finalement annoncé par aussi bien d'un point de vue macroéconomique que d'un point de vue microéconomique. Donc d'un point de vue macroéconomique, on a eu la Chine qui a annoncé donc
un PMI, donc un indicateur avancé de l'activité manufacturière, sous la barre fatidique des 50, ce qui correspond finalement à une contraction en fait de l'activité. Donc on voit bien que la politique de Donald Trump, qui consiste à mettre des droits de douane et à vraiment appuyer là où ça fait mal, commence finalement à porter ses fruits, en tout cas sur l'activité manufacturière chinoise. Donc c'est pour ça qu'on sent quand même que l'issue est probablement proche. On a eu également... La Chine, selon vous, la Chine va être obligée de faire des concessions comme l'espère en tout cas Washington. Alors c'est une hypothèse, mais c'est vrai que l'activité manufacturière chinoise est en phase de contraction. C'est pas la première fois, hein, puisqu'on a le graphique sur 5 ans. C'est pas la première fois qu'on a eu ce phénomène. Déjà en 2016, on était passé sous les 50, mais on se souvient que 2016 c'était finalement une crainte de ralentissement chinois dû au mouvement sur la devise de la Banque centrale chinoise. On a un peu dans le même phénomène où on a finalement une activité qui diminue, voire se contracte sous la pression des droits de douane américains. On a eu le sales warning, désolé pour cet anglicisme, de Apple qui prévoyait un chiffre d'affaires beaucoup plus important que celui qu'il va véritablement annoncer lors de son premier trimestre, donc qui correspond au dernier trimestre de l'année 2018. Donc là encore, on voit un ralentissement de l'activité. En revanche, si on regarde les chiffres publiés aux États-Unis sur la création d'emplois, ils ont été spectaculaires, puisqu'on en attendait environ 178 000 créations d'emplois pour décembre. On a eu 312 000 avec une très forte révision à la hausse du chiffre précédent. Donc on pourrait se demander si finalement le rapatriement des emplois aux États-Unis via les droits de douane, ce qui est un peu l'idée de Donald Trump, ne fonctionne finalement pas. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a toujours une vigueur de l'activité outre-Atlantique qui est très importante et amplifiée par une politique qui laisse filer les déficits, fiscalement très très accommodante de l'administration Trump, et en plus encouragée par des droits de douane qui sont punitifs sur la Chine et donc qui favorisent des emplois américains, en tout cas à court terme. À ce moment-là, ils n'ont pas tellement intérêt à négocier avec la Chine, les États-Unis. Si, parce que ça c'est à court terme. Alors on sait bien que mettre des entraves à la libre circulation des biens et des services, on se souvient de l'objectif européen et donc on retrouve le thème du Brexit, finalement nuit à la croissance. Donc à court terme ça marche, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps pour que justement on reparte sur des bases beaucoup plus saines. Alors vous venez de l'évoquer, d'un point de vue macroéconomique, on s'attend quand même à un ralentissement, alors peut-être pas du côté des États-Unis, mais alors du côté de l'Europe, ça fait aucun doute. Le FMI a réitéré ses craintes hier. Est-ce que les marchés ils sont préparés à ce ralentissement de la croissance économique mondiale? Je pense que 2018 a eu un effet quand même d'alerte. Oui, d'alerte, et puis on est revenu sur des valorisations qui sont finalement très abordables désormais, puisqu'on a quand même perdu en Europe aux alentours de 15%, sur les marchés boursiers mondiaux aux alentours de 9%, donc contre une progression annuelle de l'ordre de 10% les 9 dernières années. Donc on a véritablement reculé. Sur le ralentissement économique européen, tout va dépendre bien évidemment du Brexit et de son impact psychologique, mais c'est vrai qu'on peut craindre un ralentissement plus fort que prévu de la croissance européenne. Pour l'instant, on est toujours globalement autour du potentiel, voire légèrement au-dessus, donc pas véritablement d'alerte. Il faudrait simplement qu'on puisse avoir le dénouement du Brexit. Et alors juste un mot du côté des banques centrales, on attend finalement, tout a été fait en 2018, qu'est-ce qu'on attend en 2019? Pas grand-chose. On a eu un retournement un peu de tendance avec le discours de Jérôme Powell qui date de quelques jours, puisque lors d'une table ronde avec ses prédécesseurs, où on avait pu craindre en décembre que la Fed soit devant la courbe et donc commence à remonter à un rythme très soutenu ses taux d'intérêt, ce qui n'est pas du tout, c'est ce que les marchés avaient compris, en tout cas c'est pas du tout ce qui a été dit, donc que la Fed serait très vigilante, prendrait en compte l'impact de ses décisions sur le marché et tirerait les leçons des décisions précédentes. Donc on a encore une fois un environnement où très favorable.
les banquiers centraux sont toujours à la manœuvre, toujours très présents. Pareil au niveau de la Banque Centrale Européenne, on est également très attentif au déroulement de l'économie. Donc là, on a vraiment toujours un fort soutien des marchés. On n'a pas un put, mais on peut en tout cas s'attendre à des décisions très accommodantes et visant à relativiser la volatilité. Alors dans ce contexte, quelles sont vos recommandations d'investissement? Toujours privilégier des actifs risqués, les actions? Voilà, toujours, hein, puisque on a des niveaux de taux d'intérêt qui sont punitifs en Europe, en tout cas. Aux États-Unis, c'est plus agréable, d'autant plus qu'on a eu un véritable retracement sur le marché, notamment du haut rendement, qui a vu ses primes de risque exploser en novembre et en décembre. On est probablement, en tout cas en Europe, sur des niveaux d'entrée. Aux États-Unis, on a pris 200 points de base, donc on a maintenant une prime de risque moyenne aux alentours de 5%, donc ça devient véritablement attractif. Et en plus des marchés actions qui ont plutôt périclité en 2018, donc c'est vrai qu'on a des points d'entrée qui sont assez attractifs. Les émergents, on pense que la purge est probablement derrière nous et que les points d'entrée commencent à se faire jour. Donc toujours un scénario qui est plutôt favorable aux actifs risqués. Merci beaucoup Pierre Bismuth, DG et responsable des gestions chez Myriam.